Contre-performance du commerce extérieur français en 83, le déficit réduit de moitié. Rencontre UDF-RPR, pas de décision officielle sur la liste unique pour les élections européennes, mais déjà François Léotard démissionne du bureau politique de l'UDF. Discours d'ouverture à la conférence de Stockholm, les États-Unis prêts à reprendre toutes les négociations sur le désarmement, affirme le secrétaire d'État Schultz à Moscou. Les ouvertures américaines sont qualifiées de propagande. Gare aux crevettes congelées, la France ferme ses frontières et suspend la vente des crevettes importées à la suite d'une vague d'intoxications alimentaires mortelles aux Pays-Bas. Madame, Monsieur, bonsoir. En mars dernier, en lançant son nouveau plan de rigueur, le gouvernement s'était assigné un certain nombre d'objectifs et avait désigné deux priorités, la lutte contre l'inflation et la réduction du déficit du commerce extérieur. En ce qui concerne l'inflation, les résultats obtenus ne sont pas jusqu'ici les résultats espérés. En revanche, les résultats du commerce extérieur pour l'année écoulée dépassent en mieux les objectifs du gouvernement qui comptait réduire le déficit à 60 milliards de francs pour l'année. Résultat définitif, un déficit de 42,25 milliards, un déficit réduit donc à créditer à toutes sortes de facteurs, à commencer par les efforts des entreprises françaises. Et parmi les entreprises, ce ne sont pas nécessairement les plus grosses qui réussissent le mieux à l'exportation. Il y a aussi toutes sortes d'entreprises moyennes et même petites qui, stimulées par les encouragements du gouvernement, réussissent le pari de l'exportation. Alain Doubeski a ainsi découvert dans la banlieue parisienne une entreprise de 4 employés, patrons compris, qui fait 50% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Néo Copalu, petite entreprise de la banlieue parisienne. Coincée entre deux magasins, on ne voit qu'un modeste Porsche métallique, rien de comparable avec les halls d'entrée marbre et néon des industries de pointe. Et pourtant. Mais d'abord, le produit fabriqué. Dans un atelier d'environ 70 mètres carrés sont empilés matériaux et outils nécessaires à la fabrication de machines à souder les câbles. Examinons de plus près ces machines que de nombreux pays nous achètent. Pour mieux comprendre leur utilité, il faut savoir que les fabricants de câbles, lorsqu'ils entourent le métal d'isolant, ont intérêt à le faire en continuité, sans stopper les chaînes d'isolation, en somme, mettre des longueurs bout à bout. Les économies sont alors considérables. Les deux parties du câble à souder sont introduites dans un manchon en carbone. Il ne servira qu'une seule fois. À l'endroit de la soudure, on fait passer un courant électrique de très basse tension mais de très haute intensité. Grâce à ce procédé, les caractéristiques du câble à l'endroit de la soudure sont rigoureusement les mêmes que partout ailleurs. Voici pour le produit, maintenant le chef d'entreprise. J'ai 31 ans. J'ai repris l'affaire en 1972 à la suite du décès de mon grand-père. Quelques années après, c'était la crise. Effectivement, dans les années 1973-1974, la conjoncture est devenue brutalement défavorable et nous avons dû reconvertir en créant de nouveaux produits, de nouveaux matériels répondant aux besoins de notre clientèle. C'est à cette époque également que nous avons décidé d'attaquer l'exportation. Le marché intérieur étant trop étroit, nous nous sommes donc tournés vers, et très spontanément, vers les marchés extérieurs. C'est difficile d'exporter? Pas véritablement, il faut beaucoup de rigueur, bien connaître ses produits, miser la qualité et l'efficacité. Vous exportez dans combien de pays? 18 relativement couramment. L'avenir, c'est quoi? C'est quel pays? Le Japon, certainement, et les États-Unis, par ailleurs, les deux gros marchés potentiels en matière de câblerie. C'est à partir de ces locaux exigus que M. Pierson, aidé de 3 personnes, parvient à exporter 50% de sa production. Par exemple, 12 machines l'an dernier, plus bien sûr les manchons de carbone qu'il fabrique et qui sont nécessaires au fonctionnement de toutes les machines déjà vendues. Derrière les meilleurs résultats de 83 en matière d'exportation, il y a donc bien sûr les efforts des entreprises, il y a aussi les facteurs conjoncturels qui ont joué dans le bon sens, comme l'explique le ministre du Commerce extérieur, Madame Édith Cresson.
Je crois que c'est une transformation des mentalités. Plusieurs acteurs sont à l'origine de cette transformation. Comme toujours, transformation des mentalités, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Et puis un jour, on se trouve devant la situation telle qu'elle est. Je crois que c'est ça qui s'est produit, que nous avons devant les yeux. C'est très important pour la France, car un pays ne peut pas durablement acheter plus que ce qu'il vend. Structurellement, le commerce extérieur de la France a toujours été déficitaire, on peut dire, à part quelques années exceptionnelles. Cette année, nous avons fait beaucoup mieux que précédemment, beaucoup mieux qu'en 1974 avec M. Chirac, beaucoup mieux qu'en 1976 avec M. Barre, beaucoup mieux qu'en 1979, qu'en 80, en 81, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un mouvement, et ce mouvement, il faut l'accompagner, c'est une volonté politique du gouvernement, et il faut redresser durablement notre balance du commerce extérieur pour aboutir à un résultat positif. Nous pouvons le faire. Voyons maintenant quels sont les facteurs nécessaires, sinon suffisants, pour que cette évolution dans le bon sens se prolonge cette année, Philippe Sassier. Oui, vous allez voir cette courbe qui montre que notre commerce extérieur s'est donc réduit de moitié en un an et qui explique pourquoi ce commerce extérieur est devenu le maillot jaune un peu inattendu du Tour de France 84 de l'économie. Jacques Delors est lui aussi satisfait. Ce matin, il a tiré un petit coup de chapeau aux entreprises qui ont augmenté de 22% l'an dernier leurs exportations. Mais sans vouloir jouer les rabat-joie, il ne faut pas oublier que l'an dernier, nous avons, en déstockant du pétrole, en consommant du pétrole que nous avions déjà acheté, eh bien nous avons économisé environ 10 milliards de francs. Cela signifie que cette année, c'est la rigueur et elle seule qui doit permettre à la France de poursuivre et d'achever cet grand effort d'assainissement. Cela signifie deux choses. Pour le gouvernement, il lui faudra résister aux sirènes dont les voix s'élèvent à nouveau pour demander de la relance afin d'adoucir la mutation industrielle et la rigueur en matière de salaire. Pour les Français, cela signifie qu'il faut travailler pour l'exportation, privilégier la santé des entreprises par rapport à leur portefeuille. En bref, la France doit gagner plus et les Français dépenser moins si l'on veut arrêter de s'endetter et rembourser nos emprunts. Les choix qui sont à faire dans ces domaines seront majeurs et vont dominer les grands choix à faire en matière de politique et d'économie dans les semaines et les mois qui viennent. Et parmi les clignotants à surveiller, le cours du dollar qui a continué aujourd'hui son mouvement de repli en cotant 8,52 francs à Paris. Le franc s'est affermi vis-à-vis des autres devises après l'annonce des bons résultats du commerce extérieur. Pour ceux qui apprécient les grandes et les petites manœuvres de la politique, un morceau de choix aujourd'hui. La rencontre entre l'UDF et le RPR, au siège du RPR, pour trancher la délicate question des élections européennes, une liste unique ou au contraire deux listes de l'opposition. Résultat de plus de 2h30 de discussion, pas de décision officielle, mais deux vainqueurs évidents, Madame Simone Veil et Jacques Chirac. Jean-Louis Le Senne et Jean-Jacques Le Garec nous racontent les péripéties. À l'UDF, c'était visible dès 10h ce matin, on n'était pas très content d'avoir dû s'incliner devant les volontés de Jacques Chirac et accepter de se rendre chez lui à l'hôtel de ville. Certains sourires crispés cachaient mal l'amertume. Mais pendant plus de 2h30, c'est Simone Veil qui s'est imposée comme patronne, ferme, décidée, intransigeante et d'autant plus confiante en elle-même qu'elle savait bien que l'électorat de base de l'UDF est favorable à la liste unique de l'opposition. D'autant plus forte qu'elle avait d'entrée de jeu dans sa manche toute la délégation du RPR. Détail significatif qui montre la victoire du tandem Veil-Chirac, c'est le porte-parole de l'hôtel de ville qui a lu le communiqué final. S'agissant par ailleurs d'une consultation qui s'inscrit dans un contexte politique national, les participants se sont interrogés sur la meilleure stratégie à mettre au point pour assurer le succès le plus large de l'opposition républicaine. Bien sûr, on a parlé de l'Europe, mais c'est la dernière demi-heure de la rencontre sur le nombre de listes qui a donné lieu aux accrochages les plus sérieux. Pierre Méhaignerie du CDS affirme ce soir que le débat a été constructif, le radical André Rossino qu'il y a de plus en plus de points communs, seul François Léotard du Parti républicain persiste et signe. Pour lui, la liste unique reste une erreur. Vous savez, quand on mène un combat politique, chacun dit voilà ce qu'il faut faire et chacun agit en fonction de sa conscience. J'ai une conscience, je l'exprime, je le dis très fermement. Mais je ne ferai rien, ça je ne l'ai jamais fait dans le passé. J'ai passé mon temps depuis 3 ans à me battre pour que l'opposition gagne. Je continuerai à le faire. Mais quand elle fait une erreur, c'est, je crois, mon devoir de le dire. Reste que pour vous, la liste unique, c'est fait.
Je crois que c'est acquis et on verra rapidement que c'est une erreur parce qu'il n'y a pas une seule opposition avec une démarche unique, un chef unique et puis un leader unique. Il y a en fait une alliance entre deux formations et que c'est cette alliance qui suppose la loyauté, ce dont nous faisons preuve bien sûr, ce dont tout le monde doit faire preuve, c'est cette alliance qui peut l'emporter. Ça n'est pas le moule unique dans lequel on voudra couler de force une opposition qui s'estime et qui doit être pluraliste. Sitôt rentré de l'hôtel de ville, François Léotard a écrit une lettre aux militants de sa formation pour leur confirmer sa décision de démissionner de la vice-présidence de l'UDF. Il est vrai que cette démission prendra fin le 18 juin, au lendemain de l'élection. Tout à l'heure, à 23 h, dans notre dernier journal, un débat sur les élections européennes opposera précisément François Léotard du Parti républicain à Alain Juppé du RPR. Ce ne sont pas les élections européennes, mais la situation économique et sociale, à la lumière des problèmes de restructuration industrielle et de leurs implications en matière d'emploi et de pouvoir d'achat, qui domine la réunion du comité central du Parti communiste. La réunion s'est ouverte aujourd'hui sur un rapport de Georges Marchais et se prolongera exceptionnellement jusqu'à jeudi. Dominique Laury. Le rapport présenté par Georges Marchais, qui a ouvert ce matin le comité central, a été l'occasion pour le secrétaire général du PC de faire le bilan de l'action du gouvernement. Bilan positif dans certains domaines, a-t-il souligné, mais bien insuffisant pour ce qui concerne l'emploi et le pouvoir d'achat. Thème dominant, les mutations industrielles ne doivent pas être synonymes de licenciement. Une précision. Ce rapport n'était pas inscrit à l'ordre du jour où seul figurait un exposé sur la situation internationale. L'intervention de Georges Marchais a été décidée à la suite des licenciements et des affrontements chez Talbot. Le débat se déroulant à huis clos, nous n'avons pu suivre que la première minute du discours du leader du PC. Camarades, cette session du comité central revêt une importance toute particulière. Comme l'a souligné la délégation de notre parti, qui a rencontré le 10 janvier le Premier ministre, nous sommes entrés dans une période décisive pour l'action de la gauche. Comité central d'une importance particulière, dit Georges Marchais, particulière en tout cas par l'inquiétude manifestée par de nombreux participants. Des critiques à l'égard de la droite, bien sûr, mais également contre ceux qu'on appelle ici les représentants de la fausse gauche et amertume face à la politique sociale. Ça ne va pas. Si la gauche se laisse faire, subit la pression du patronat et de la droite, on va avoir des licenciements qui seront intolérables et on courrait à l'échec. Bref, un comité central marqué par une gravité inhabituelle. Témoin cette réflexion faite sous le ton de la confidence par un membre du comité central. Visiblement, le gouvernement piétine et nous, communistes, nous ne voulons pas porter le chapeau. Le Parti communiste refuse en particulier les projets de licenciement dans la construction navale et juge inacceptable ce que Guy Hermier appelle le plan liquidateur de la direction des chantiers du Nord et de la Méditerranée. Aujourd'hui, à l'appel de la CGT et de la CFDT, plusieurs milliers de travailleurs ont occupé les chantiers navals de la Seine-sur-Mer. En revanche, les chantiers de Saint-Nazaire pourraient recevoir commande de 2 des 4 bateaux que l'armateur Delmas Vieljeux voulait commander en Yougoslavie, où leur construction coûte moins cher. Le gouvernement accorderait une subvention à cet effet, mais rien n'est encore confirmé. Pour la première fois, après 6 semaines de conflit, tous les salariés de Talbot-Poissy, soit 14 000 travailleurs, après les 1905 licenciements, tous les salariés ont donc travaillé normalement aujourd'hui à l'usine de Poissy. Les problèmes de restructuration industrielle ont encore fait l'objet d'une rencontre aujourd'hui entre le Premier ministre et Jean Bornard, le président de la CFTC, qui, comme les autres dirigeants syndicaux reçus ces jours derniers, demande qu'il y ait négociation entre les partenaires sociaux. On a l'impression que le gouvernement est coincé, d'une part, entre les promesses antérieures qu'il a faites et les objectifs, pas toujours les réalistes, qu'il a avancés il y a 2 ou 3 ans, et les contraintes financières aujourd'hui. Et le fait de passer aujourd'hui à ces contraintes financières bloque une partie des discussions. Le Premier ministre annonce qu'il est prêt à engager des discussions. Reste à savoir si maintenant les réalités vont pouvoir se plier aux intentions qui sont annoncées. Demain, le Premier ministre recevra le président du CNPF.
Rebondissement inattendu aujourd'hui dans l'affaire Boulin. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, a en effet décidé, et c'est tout à fait exceptionnel, de porter plainte pour diffamation publique du procureur de la République de Versailles. La famille du ministre assassiné a en effet accusé le procureur de Versailles de forfaiture pour le rôle qu'il aurait joué dans les tentatives faites, selon la famille, pour cacher les causes de la mort de Robert Boulin. Madame Boulin, ses enfants et leur avocat ont été reçus ce matin par le juge d'instruction de Versailles qui leur a communiqué les conclusions de la seconde autopsie pratiquée sur le cadavre, mais sur décision du juge, le rapport n'a pas été publié. Paul Lefebvre. Oui, cette affaire, c'est vrai, ne manque pas de zone d'ombre et certains en profitent largement d'ailleurs. Elle est compliquée, cette affaire, d'abord par les faits dont on n'a pas jamais pu définir précisément la chronologie, mais aussi et peut-être surtout 3 ans et demi après la découverte du corps aux étangs de Hollande, près de Rambouillet, le 30 octobre 1979, par le comportement des familiers de Robert Boulin. Ainsi, lorsque le fils de Robert Boulin annonce que le juge d'instruction va publier le rapport de la deuxième autopsie, il fait une erreur de droit puisqu'un juge d'instruction n'a aucune compétence pour rendre public un document du dossier d'instruction. D'autant que cette deuxième expertise, communiquée aujourd'hui donc par le juge Michel Mastroni de Versailles à la famille, ne contredit pas, à ma connaissance, les conclusions du rapport du premier collège d'experts légistes, conclusions qui admettaient l'hypothèse du suicide. Autre manœuvre étrange, celle de la famille qui reproche au procureur de la République de Versailles de ne pas saisir la Cour de cassation, alors que ce genre de démarche appartient évidemment à la défense. Ce renversement d'attitude est tout de même étrange et doit être, pour être crédible, soutenu, appuyé par des éléments nouveaux qui, pour l'instant, il faut le dire, n'apparaissent pas dans le dossier. L'affirmation d'un certain nombre de convictions tardives participe au fond à un environnement de polémique politique qui, finalement, est loin de l'image que le ministre Boulin a laissée dans le souvenir de ses pairs. Alors, derrière cette polémique, se trouve un homme qui, curieusement, ces temps-ci, reste un peu en retrait. Il s'agit du nouvel avocat de la famille Boulin, maître Jacques Vergès, un homme mystérieux, fascinant, dynamique, très controversé. Jacques Vergès, avocat au barreau de Paris, qui après des études brillantes de droit, il est à Londres en 40, et il a fait toute sa carrière, toute la campagne de France, jusqu'à la défaite de l'Allemagne. Jacques Vergès ne dissimule pas ses liens avec un certain nombre de leaders de mouvements révolutionnaires et approfondit un certain nombre de contacts avec des hommes qui, par exemple, comme Alexandre Gélépine, auront plus tard la responsabilité du KGB. Durant la guerre d'Algérie, Jacques Vergès prend parti pour le FLN, qu'il défend courageusement devant les tribunaux français, mais distant à la même époque quelque peu ses liens avec le Parti communiste français. Plus tard, il prendra la nationalité algérienne et garde une discrétion particulière sur les liens qui l'unissent avec Mao Tse-tung, puis avec Che Guevara, puis enfin Yasser Arafat, puis les 8 ans d'absence de la zone européenne. Militant révolutionnaire convaincu, soupçonné d'être l'un des penseurs des groupes extrémistes européens, Jacques Vergès a repris la nationalité française et son inscription au barreau de Paris sans dissimuler aucunement depuis son objectif, c'est-à-dire la déstabilisation des états de droit dont il conteste la légitimité et les structures. Lorsqu'il entre dans un dossier, Jacques Vergès en change l'atmosphère, parfois l'objectif, ce qui ne veut pas dire qu'il en change forcément la vérité. Par ailleurs, l'un des beaux-frères de Robert Boulin, Jean Lalande, a déclaré ce matin à l'agence France-Presse que le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, avait confié aux membres de la famille, le jour des obsèques de l'ancien ministre, qu'il connaissait l'assassin de Robert Boulin et qu'il s'agissait d'un homme très dangereux. Le maire de Bordeaux a formellement démenti une telle interprétation de ses propos. Pour ma part, je n'ai pas mis à l'époque en doute une seconde qu'il s'était suicidé. D'abord parce que ça avait été constaté par les autorités compétentes à l'époque, et puis aussi parce qu'il m'avait écrit une lettre m'annonçant précisément son intention de se supprimer. Et dans les conditions actuelles, dans les heures que nous vivons, eh bien, nous devons laisser se dérouler l'instruction en cours, et toute personne, je dis bien toute personne, disposant d'une information qui pourrait apporter quoi que ce soit de nouveau, a le devoir de verser cette information au dossier. Depuis hier soir, la justice s'est donc saisie de l'affaire des avions renifleurs d'Elf-Aquitaine, en tout cas de l'aspect financier de l'affaire, avec l'ouverture d'une information contre X pour recel d'escroquerie. Le communiqué du parquet de Paris précise que les tribunaux français sont compétents pour connaître des agissements des éventuels bénéficiaires des 500 millions disparus
quel que soit le lieu où ces agissements ont été commis et la nationalité de leurs auteurs. Autrement dit, le juge pourra, sur commission rogatoire, ordonner l'audition de tous les protagonistes de l'affaire qui ne vivent pas en France, à commencer par le promoteur belge Alain de Vilgas et aussi le Suisse Philippe Devecq, l'ancien président de l'Union des banques suisses et président aussi de la société par laquelle avait transité l'argent. Roselyne Koskas et Jean-Louis Saporito ont tenté de démêler en Suisse l'imbroglio financier. Nous sommes dans la capitale de la finance suisse, un monde secret, impénétrable. Ici, on n'aime pas beaucoup les affaires à scandale, celles qui font la une des journaux. On nous interdira même de filmer l'entrée des clients. Mais toujours la clientèle n'aime pas quand on fait d'une film quand ils veulent entrer parce que ça c'est une chose de la sphère privée. Dans ce contexte, il est difficile d'en savoir plus sur les avions renifleurs. Une affaire compliquée et un labyrinthe de sociétés. Une vingtaine de sociétés ont été utilisées pour les avions renifleurs. 3 au Panama. La plus importante, c'est Fisalma, la société qui possédait le brevet. Au Liechtenstein, il y en a 4. Une pour payer les voyages, une pour l'aide à l'Afrique, une pour les problèmes géologiques et une qui sert de boîte à lettres. Aux Nouvelles-Hébrides, il y a une société qui versait les fonds d'Alain de Vilgas à un compte en Suisse. En Suisse, c'est beaucoup plus compliqué. Une société paye le logement du personnel à Bruxelles, possède des immeubles en Belgique et finance une autre société, irlandaise celle-là, pour l'achat d'un immeuble et d'un bateau. Il y a aussi Michabel, qui achète une villa à Rueil, et une Indus, qui rénove cette villa, y crée un laboratoire et loue un bureau à Nice. Il y a enfin GB Fina, Thésaurus et BIB, toutes filiales de l'Union de banques suisses, et qui sont elles actionnaires de la CER, la société belge qui possédait les avions qui reniflent. Toutes ces sociétés étaient bien sûr liées entre elles, mais aussi à l'UBS, l'Union de banques suisses, et à son ancien président, Philippe Devecq, que vous voyez ici de dos. Mais à la banque suisse, on n'aime pas parler de ces liaisons financières. On n'a pas le droit de filmer dans la rue? Alors pourquoi vous nous empêchez? Non, mais laissez-le, il a parlé pendant 3 heures, laissez-le faire. Oui, bon, il a permis qu'on le photographie, pourquoi on ne peut pas le filmer? Je comprends pas pourquoi vous nous empêchez. On vous empêche pas, mais si vous nous avez empêché, là. Ben non. Et pourtant, quand on cherche dans les publications légales, au registre du commerce de Zurich par exemple, on découvre des choses étranges. Hans Keller, Robert Schulz, Oscar Burli, tous membres importants de l'état-major de l'UBS, font tous partie des conseils des sociétés utilisées pour les avions renifleurs. Mais ces personnes sont injoignables, en vacances, trop occupées, pas disponibles. C'est cette discrétion aussi qui fait le talent et la puissance des banquiers suisses. À Zurich comme à Bâle ou à Genève, on ne voit rien, on n'entend rien et surtout on ne dit rien. Les relations entre un banquier et son client restent confidentielles. Ainsi, la pratique du fiduciaire, le mot vient du latin fiducia, confiance. C'est une pratique très courante en Suisse, elle permet à un client de se dissimuler derrière son banquier. Une opération fiduciaire est une opération où une banque ou une société financière effectue une transaction en son nom, mais avec les fonds mis à disposition par son donneur d'ordre et sous la responsabilité exclusive de son client. Dans le langage courant, ça s'appelle prête-nom. Philippe Devecq n'aurait-il été alors que le prête-nom d'Alain de Vilgas? Je crois que de bonne foi, le président Guillaume a cru que le fait que j'étais membre du conseil d'administration de cette société entraînait une obligation juridique de l'UBS. Je le pense. Elf aurait-il été abusé par la pratique du fiduciaire? Ce serait d'autant plus surprenant que l'UBS, dans 3 sociétés, celles par lesquelles transitaient les fonds, servait de fiduciaire à Elf Aquitaine. C'est cet imbroglio que l'enquête judiciaire doit éclaircir et la justice suisse devra ensuite décider si le secret bancaire peut être levé. 3 interpellations aujourd'hui en Corse, dans la région de Calvi, à la suite de la découverte d'un dépôt d'armes et de munitions à l'île Rousse. Claude Crespo. Les armes étaient dissimulées dans plusieurs caveaux du cimetière. Une liste impressionnante. 2 fusils mitrailleurs, 3 fusils à pompe, un pistolet mitrailleur,
une carabine à lunettes, un 7,65 et 2 Magnum 357. Les gendarmes ont également découvert 3000 balles et cartouches, 4 kilos d'explosifs, 30 détonateurs, sans compter des cagoules, des treillis et des tracts de l'ex-FLNC. Ce sont aussi des magnums qu'ont utilisé les 5 autonomistes masqués pour tirer des salves d'honneur lors des obsèques d'Étienne Cardi, samedi à Serriera. Les 5 hommes vont s'enfuir par l'église. Des policiers en civil essaient de les appréhender. La foule les en empêche. Ange Mancini, le bras droit de Robert Broussard, jeté à terre et roué de coups, ne devra son salut qu'au service d'ordre des nationalistes. Pourquoi les gendarmes mobiles, pourtant nombreux à proximité du cimetière, ne sont-ils pas intervenus? Rivalité entre eux et les services de police ou crainte d'un affrontement sanglant? La mission d'inspection demandée par Pierre Mauroy devrait apporter une réponse à ces questions. Le syndicat national de journalistes FR3 a appelé tous les personnels de la chaîne à faire grève pour une durée illimitée à partir de vendredi pour protester contre la saisine samedi dernier par les policiers du reportage que vous venez de voir et qui a été rendu depuis à la direction de la station. Le conseil d'administration de FR3 a par ailleurs affirmé à l'unanimité sa solidarité avec les journalistes de FR3 Corse, dont l'action est soutenue aussi par la CFDT. Les frontières françaises sont fermées aux crevettes et les ventes en sont suspendues. Les crevettes congelées et décortiquées, que l'on dit souvent norvégiennes alors qu'elles proviennent aussi du sud-est asiatique et du Sénégal, ont provoqué, non pas en France, mais aux Pays-Bas, une vague d'intoxication alimentaire. 13 personnes sont mortes et plus de 100 autres sont malades. Les services français prennent donc leurs précautions. Geneviève Moll. Nous importons chaque année 23 000 tonnes de crevettes congelées en provenance du monde entier. Ces crevettes arrivent soit entières et cuites, soit crues et entières, soit décortiquées, cuites et congelées. De ces dernières, nous consommons 1600 tonnes par an. Ce serait elle, en provenance du sud-est asiatique, qui serait incriminée en Hollande. En France, les contrôles vétérinaires sont assez stricts pour éviter ce genre d'accident. Ces contrôles, en effet, sont effectués selon les normes françaises, dans les ports d'origine, puis dans les ports d'arrivage, enfin dans les laboratoires des gros importateurs. Pourtant, après les 13 morts de Hollande, des mesures draconiennes ont été prises par les pouvoirs publics. Toutes les crevettes décortiquées ont été retirées du marché. Nous avons donné des instructions pour bloquer les arrivages de l'eau en provenance de l'étranger, de quelque nature de quelque origine que ce soit. Et nous avons étendu ces mesures à l'ensemble du pays. Ce sont des denrées congelées, donc qui peuvent attendre à tous les endroits, entrepôts frigorifiques, points de vente, en gros et en détail. Alors, à partir de là, nous faisons des analyses microbiologiques concernant ces lots, et plus particulièrement sur les lots provenant du sud-est asiatique, qui serait bien en cause. Est-ce que l'accident qui est arrivé en Hollande n'est pas dû au fait que les produits étaient périmés? Produits périmés, non, ça n'existe pas surgelé à part pour le steak haché qui a une date de péremption. Le steak haché a une durée de vie de 9 mois. Par contre, les produits surgelés ont une date de durabilité. Par exemple, si on prend le cas des crevettes, admettons 18 mois ou 24 mois. Ce qui veut dire que pendant 24 mois, elles conservent le maximum de saveur. Mais elles sont consommables après. Au point de vue microbiologie, elles sont parfaites. Cela veut dire que dans 10 ans, je pourrais manger vos crevettes encore? Absolument. On a bien mangé de la viande de mammouth retrouvée dans les glaces en Sibérie quelques milliers d'années après. En attendant, si vous avez des crevettes dans votre congélateur, ne les consommez pas. Attendez l'autorisation des pouvoirs publics pour les cuisiner. Passons enfin à l'actualité à l'étranger, brièvement avec l'ouverture officielle à Stockholm de la conférence sur le désarmement en Europe. Alors qu'à Moscou, les médias soviétiques qualifient de propagande les offres d'ouverture faites hier par le président Reagan, le secrétaire d'État américain George Shultz s'est dit prêt à une reprise de toutes les négociations sur le désarmement dès que Moscou sera disposé à le faire. Dans le froid, c'est le dialogue de sourds qui s'installe. Sur place à Stockholm, Michel Meyer. L'Amérique ne se résignera pas à reconnaître ou à légitimer la division actuelle de l'Europe.
car cette division est la source de l'insécurité et des problèmes de cette Europe quant au respect des droits de l'homme. George Shultz, tout en rappelant la fermeté américaine sur le fond, a confirmé dans son intervention de ce soir une indéniable volonté d'apaisement de Washington, prenant en somme le relais du président américain Reagan. Souhait d'un dialogue avec Moscou et réduction des tensions. À ces propos, des réactions plutôt froides sur les bancs soviétiques. Andrei Gromyko n'a pas l'intention d'échapper à sa mauvaise humeur. On attend de Gromyko demain matin une intervention dure, sans cadeaux aux Américains, sans courte échelle électorale à Ronald Reagan. Tout indique donc que la pression soviétique se poursuivra sur les opinions publiques occidentales de façon à accentuer, si possible, la déstabilisation interne à l'Alliance Atlantique. Il n'y a donc pas à attendre de dégel sensible sur le plan Est-Ouest de cette rencontre de Stockholm. Les premiers concernés, les Européens, ne peuvent bien entendu pas admettre cet état de fait. Ils ont demandé qu'il y ait reprise du dialogue sur tous les thèmes, et notamment les euromissiles à Genève. Ils l'ont dit et redit à travers l'intervention de Claude Chesson. Le problème n'est pas de savoir si dans le contexte stratégique actuel, la dévastation et la destruction de l'Europe dans un gigantesque affrontement conventionnel serait préférable à l'anéantissement nucléaire. Il est de prévenir le déclenchement d'un conflit armé, quelle qu'en soit la nature. En nous attaquant au problème de l'armement conventionnel entre Européens et pour toute l'Europe, nous allons donc contribuer à couper une des racines du mal. Nous contribuerons à permettre le désarmement nucléaire contrôlé et équilibré, qui doit être examiné par ailleurs. Une liaison avec Stockholm qui a pu être établie tardivement, ce qui explique notre léger retard, Alain Gillot-Pétré, pour parler du temps. Alors, gagnons du temps, le temps qui reprend son souffle pour demain. En effet, regardez la carte, ce sera du beau temps dans l'ensemble. Voici la carte, donc du beau temps partout, quelques averses le matin sur l'Est et sur la Corse, mais ça s'arrangera très vite, le Mistral se calmera en fin de journée. Enfin, c'est une belle journée pour demain, température en baisse de 4 à 9 degrés sur la moitié nord et de 5 à 13 degrés sur la moitié sud. Il faisait 17 degrés à Nice aujourd'hui. Enfin, sachez que demain, le soleil se lèvera, ce sera la pleine lune et nous fêterons la Sainte Prisca. Voilà, en vous demandant pardon pour ce léger retard, je vous donne rendez-vous demain à 20 h. Très bonne soirée.